Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Rowe. Bonjour Franck. Bonjour Roland. On va parler de management interculturel aujourd'hui. Avant de commencer, merci beaucoup à tous, vous êtes toujours aussi incroyables. Vous étiez un peu plus de 150 inscrits la semaine dernière. Et pour parler de la revanche du cerveau droit, hein, de la créativité de vos équipes avec Marjorie Paudemange. Et elle nous a laissé avec cette jolie citation inspirée d'André Malraux: le 21e siècle sera créatif ou ne sera pas. On le voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des nouvelles possibilités qu'elle offre. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Alors, les masterclass sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme qui simplifie le quotidien des managers et qui les aide à digitaliser l'accompagnement et le coaching managérial. Incentive travaille dans plus d'une dizaine d'industries différentes, une vingtaine de pays, disponibles dans 9 langues. Voilà, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé par renforcer l'efficacité de vos managers de proximité et leur donner les outils dont ils ont besoin pour être de bons coachs et pour être de bons accompagnants dans les transformations en cours. Voilà, le grand témoin du jour, c'est Franck. Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le portrait de Franck Rowe, s'il te plaît? Bien sûr, Roland, merci. Alors, Franck Rowe, vous êtes conseiller de commerce extérieur et expert des négociations interculturelles. Après un bachelor à l'ESSEC et un master spécialisé en entrepreneuriat, vous faites une thèse de Business Administration et obtenez votre doctorat à l'école de management de Grenoble. Vous travaillez en Amérique du Nord pour Goemar International dans différents pays européens, pour Herman Miller en France et pour Corps Ferry, avant de créer Practical Learning, un cabinet qui accompagne les dirigeants et leur équipe à rendre explicites leurs priorités pour accélérer la réalisation de la stratégie et partager les pratiques de performance dans des contextes interculturels. Après 10 ans d'expatriation sur 3 continents, vous décidez d'approfondir vos recherches sur les rapports interculturels. Vous êtes l'auteur de plus de 20 ouvrages de référence et vous animez le blog francrowe.com. Votre ambition à travers votre travail et vos livres, c'est d'engager vos lecteurs de tout niveau hiérarchique de toute culture à prendre l'initiative de construire un monde plus diversifié, plus inclusif et plus éthique. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Franck. On dit que le paradis, c'est l'endroit où la police est britannique, où les cuisiniers sont français, où les mécaniciens sont allemands, les amants sont italiens et le tout est organisé par les Suisses. Et puis en face de ça, l'enfer, c'est l'endroit où la police est allemande, les cuisiniers sont britanniques, les mécaniciens sont français, les amants sont suisses, et le tout est organisé par les Italiens. Derrière cette blague, il y a des fondamentaux culturels qui nous séparent, qui nous divisent parfois. Et c'est ensemble ce qu'on va essayer d'explorer pendant cette demi-heure. Alors Franck, quand tu rentres en France après 10 ans d'expatriation, finalement, tu as un peu de mal à comprendre la culture du travail en France, et tu lis un article dans le Courrier International qui est un marqueur dans ta carrière. C'est un article qui s'appelle « Ah, c'est Frenchy, il se trompe d'époque ». Ah, c'est Frenchy, il se trompe d'époque. Et on a retrouvé la couverture pour toi, on a retrouvé la couverture de cet article de Courrier International. Tout à fait, oui. Je suis vraiment tombé, en regardant un kiosque, je suis tombé sur cette première de couve. Et c'est vraiment là où le déclic de l'interculturel s'est fait pour moi, en fait. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour pouvoir aider les personnes de différentes cultures à développer leur aisance et leur efficacité dans leur interaction avec les autres intervenants d'autres cultures. Et là, c'était vraiment le Eureka moment.
Le Eureka moment. Et alors, tu expliques dans ton livre que l'ethnocentrisme, donc c'est le fait de percevoir le monde avec un prisme important de notre propre culture, l'ethnocentrisme finalement est très répandu. Est-ce que tu as des exemples de manifestations de notre ethnocentrisme et quels sont les risques dans un contexte de négociation, dans un contexte commercial? Alors, en fait, ça, c'est une notion qui a été développée au début du XXe siècle, qui repose sur l'idée suivante, c'est mon modèle est le meilleur et tous les autres devraient me ressembler. Et c'est l'idée la plus diffusée au monde, et l'histoire et l'actualité nous rappellent que c'est la plus dangereuse. Parce que dès qu'on arrive avec cette notion d'imposer son modèle aux autres, suite, on va être confronté à des freins, à des pushbacks qui vont limiter notre efficacité. Et ça se traduit de mille et une manières. Ça peut se traduire, par exemple, dans on voit beaucoup dans les fusions et les acquisitions et les problèmes que rencontrent les entreprises, qui sont principalement des problèmes liés aux cultures et à l'adaptation culturelle et à la prise en compte des différentes cultures pour créer un groupe. Et on ne peut pas forcer une culture sur une autre culture. Parce qu'en fait, quand on regarde les cultures, on est confronté à trois problèmes. Et l'ethnocentrisme, en fait, est un gros révélateur de ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une définition du concept de culture. Si vous voulez un mot compliqué dans la vie, vous êtes sûr qu'avec le mot culture, vous n'allez pas vous tromper. Et en fait, dans les années 50, donc ça fait déjà 70 ans, il y a deux anthropologues qui ont essayé de définir les cultures uniquement données par des experts. Ils sont arrivés à plus de 160 définitions. Donc vous imaginez, depuis les années 50, l'eau qui est passée sous les ponts et le volume de connaissances qui a été créé. Donc le mot culture, c'est vraiment un mot très relativiste. Le deuxième problème, c'est quelle que soit l'expérience que l'on ait à l'international, on sera toujours confronté à des situations nouvelles et inconnues. Donc il faut garder beaucoup d'humilité pour pouvoir faire face et s'adapter. Et le troisième, c'est qu'on est prisonnier de notre culture. Et c'est Lévi-Strauss qui disait la chose suivante, c'est il est impossible que quelqu'un d'une culture puisse porter un vrai jugement sur une autre culture, parce que son prisme est prisonnier d'un relativisme absolu. Ça veut dire que, quel que soit le regard que je peux avoir sur une autre culture, de toute façon, il sera imprégné de mon identité, de ma culture. Et donc, je vais générer probablement des stéréotypes, des biais qui vont être qui vont en dire plus sur mes représentations que d'être une réelle vérité sur l'autre, en fait. Alors, dans ton livre, tu parles des forces culturelles. C'est quoi les forces culturelles d'un pays? Alors, ça, les forces culturelles, en fait, c'est tout mon travail de recherche doctorale. C'est quand j'ai commencé à travailler sur l'interculturel et sensibiliser les équipes chez pas mal de clients, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui résistaient à cette dimension de culture et d'interculturalité. Et j'ai essayé de trouver le moyen de surmonter ce problème. Et en fait, je suis tombé sur un bouquin, là aussi, je suis tombé sur un bouquin américain qui s'appelle The Stuff Americans Are Made Of, et qui décrit les forces des Américains. Malheureusement, dans leur livre, ils n'expliquent pas comment ils sont arrivés à ce concept de force. Et donc, c'est là où moi, j'ai fait tout un travail de recherche pour identifier les forces, pour pouvoir identifier les forces des cultures et puis les représenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, quelles que soient nos appartenances culturelles, on arrive avec ce qu'on appelle un bagage invisible, qui est un bagage totalement implicite, qui fait partie de nous, qui fait partie de qui on est, mais qu'on va amener dans nos échanges, dans les conversations avec nos interlocuteurs. Et ce bagage invisible, en fait, ça sous-tend des comportements, ça sous-tend des pratiques et des façons de faire. Et il est important de pouvoir les révéler et les prendre en compte pour pouvoir se dire, bien, qu'est-ce qui anime chaque culture, en fait? Quels sont les points clés qui animent chaque culture? Et l'idée, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas de dire, moi, je vais définir les forces des Américains ou des Anglais ou des Italiens. Je ne peux parler que des forces des Français. Et je ne peux qu'écouter avec beaucoup de respect ce que les Italiens disent ensemble à propos de leurs forces, ou les Anglais, ou les Chinois, etc. Et à titre d'exemple, je peux vous partager quelques exemples de forces culturelles. Voilà ce que disent les Américains dans ce livre qui s'appelle The Stuff Americans Are Made Of. Ce qui fait leur force, et quand on demande à des Américains ce qui est vraiment important, ils sont en général d'accord sur les idées que je vais vous présenter. C'est l'impatience vis-à-vis du temps.
Le truc, on le veut hier. La poursuite de rêves impossibles. Ils vous disent qu'il n'y a rien de plus américain que d'aller sur la Lune. L'acceptation des erreurs. Il n'y a que les gens qui font rien qui font pas d'erreurs. La focalisation sur ce qui est nouveau. Dites-moi quelque chose que je ne connais pas. La volonté d'avoir des choix. Quand vous vendez à des Américains, essayez pas d'avoir une solution parfaite, mais plutôt des options et impliquez-le dans la création de la solution finale avec les différentes options que vous pouvez lui proposer. Avoir plus et plus grand, pour ceux qui connaissent bien les US et qui connaissent le Texas, everything is bigger in Texas, et le besoin d'avoir des choix, le besoin d'avoir des choix, je vous l'ai dit, et le besoin d'improviser. C'est, OK, ça ne marche pas, on fait un virage à 180 degrés et on avance. Et ça, un Américain, il va amener ses forces et cette dynamique-là dans toutes ses relations. Mais de manière implicite, il n'en a peut-être pas forcément conscience. Et où les différences culturelles, ça devient un challenge, c'est que, bien, ça, c'est les forces des Américains. Mais qu'est-ce que disent les Français par rapport à leurs forces? Alors, on pourrait passer, c'est un exercice qui prend pas mal de temps, mais le consensus général, nous, Français, c'est le doute comme méthode. Je ne sais pas si on est les champions du monde du scepticisme, mais le doute comme méthode, c'est quand même un point important. L'importance de la qualité de la vie, la recherche de la perfection. On ne se donne pas beaucoup le droit à l'erreur. La différence entre le process et l'objectif, la différence entre la règle et la loi, le sens de l'honneur, c'est-à-dire on se comporte d'une manière qui est cohérente avec qui on est. Et puis cette notion d'universalisme à laquelle on est très attaché sur la notion des droits de l'homme. Et en fait, ça, c'est des dynamiques qui nous animent, moi j'appelle ça des forces ou des moteurs, c'est des dynamiques qui nous animent, mais qu'on amène dans nos relations internationales. Et où ça devient difficile, c'est comment on va concilier les forces des Américains, l'impatience vis-à-vis du temps, où ils veulent le truc hier, et notre force qui est le doute comme méthode, où on a besoin d'aller au pourquoi pour pouvoir avancer et puis avoir créé toutes les conditions de succès. Et donc c'est là où les différences culturelles deviennent importantes et difficiles à gérer parce qu'il y a ces dynamiques qu'on amène tous qui sont très différentes. Donc là, je vous ai donné 2 exemples, mais dans l'ouvrage, il y a les 75 premiers partenaires économiques de la France, donc qui sont décrits à travers leurs forces. Très complet et passionnant. Tu parles aussi de traits culturels et de moteurs culturels. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre la différence? Les traits culturels, en fait, c'est qui on est. C'est qu'est-ce qui nous représente. C'est quelles sont nos caractéristiques. Alors que les moteurs ou les forces culturelles, les moteurs et les forces, c'est 2 mots qui sont synonymes. C'est vraiment qu'est-ce qui fait notre force qu'on partage tous, dans lequel on se reconnaît. Donc, si on parle de traits culturels, on essaie plus de décrire qui l'on est, alors que si on parle de force, on essaie de décrire ce qui nous anime. Et la question, elle est difficile parce que ça demande vraiment de se poser, de réfléchir, enfin de construire un consensus. Donc, c'est deux approches différentes en fait, et complémentaires. Donc le trait, c'est mon identité. Et le moteur, c'est la dynamique, ce qui me donne de l'énergie, c'est ça? Ce qui nous anime. Voilà. Qui nous anime. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut identifier, révéler un problème, une difficulté? C'est quoi les révélateurs, notamment dans un environnement de négociation ou de management d'une équipe interculturelle? Alors, je vous ai parlé des forces. Il y a aussi plein de points qui sont importants à prendre en compte. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par beaucoup de chercheurs. Il y a plus de 100 modèles en fait qui donnent des concepts qui permettent d'expliquer les différences. Alors, les principaux, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous les connaissez tous, c'est Edward Hall, Hofstede, Trompe-Nars, etc., Globe, enfin les différents modèles. Mais par exemple, ça c'est des dimensions comme la relation au temps. D'une culture à l'autre, on n'a pas la même relation au temps. Et c'est important de prendre ce point en compte parce que, par exemple, vous traitez avec des Américains, la notion de temps, c'est vraiment important. Donc, il faut s'adapter. Il ne faut pas arriver en retard, tout simplement. Il y a des modes de communication qui sont différents et ce n'est pas un problème de langue. Il y a par exemple, entre les Anglais et les Américains, ils ont des modes de communication très différents. Les Américains ont un mode de communication très explicite où ils disent les choses cash, ils rentrent dans le détail, ils parlent de A à Z, etc. Alors que
nos amis britanniques ont un mode de communication beaucoup plus implicite où on dit une chose qui peut avoir plusieurs sens, un petit peu comme quand on joue quand on fait des jeux de mots, par exemple. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on exprime les choses de la même manière. Et donc là, il y a plein de différences, mais il y a pas mal de problèmes qu'on observe dans les entreprises. Alors, je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est pour nourrir votre réflexion, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. C'est les stratégies d'évitement. Quand vous voyez à l'international le fait de ne pas travailler avec un collaborateur ou un collègue d'un autre pays où je passe par un tiers pour pouvoir avancer sur le sujet, là, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème. Des conflits systématiques ou des mauvaises conditions de travail entre les groupes culturels. Je travaille dans une société où vous avez un problème d'équipe, de relations entre deux pays, entre des équipes de deux pays où ils ne se parlaient pas en fait. Ils s'envoyaient des mails et c'était des réactions en chaîne négatives qui les aidaient pas à trouver leur solution. Des témoignages et des jugements de valeur, on n'en a pas parlé, mais la notion d'ethnocentrisme, en fait, nous amène alors, il y a cette notion-là, et puis on formule aussi beaucoup des stéréotypes vis-à-vis d'autres cultures. Et ça, c'est un sujet. Dès que vous entendez des stéréotypes du genre « Ah, les Anglais sont, les Français sont, les Italiens sont », là, il y a un problème. Il peut y avoir un problème, ça peut être un sujet. Il y a aussi le désir d'imposer son modèle sans intégrer la culture de l'autre. Ça, c'est une situation qui peut se révéler challengeante. L'utilisation de ressources supplémentaires, des délais supplémentaires, des problèmes de réactivité, de surprotection, etc. Le fait de voir aussi les idées rejetées par les autres. Ça, c'est systématiquement, ah non, les Français, ils ne peuvent pas avoir de bonnes idées parce que c'est trop le bazar chez eux, etc. Et puis, les problèmes sont gérés et créés par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une réaction en chaîne d'actions qui sont faites qui ont des impacts sur la façon dont on travaille. Et ça, c'est juste des exemples business que l'on peut voir. Au niveau personnel, il y a d'autres signaux qui peuvent vous amener à vous dire il y a un sujet. Bon, les problèmes de langue, déjà. Si je peux me permettre, maîtriser l'anglais, c'est juste, quand on parle français, on a 600 millions d'interlocuteurs. Quand on ajoute l'anglais, on est à plus de 2 milliards, donc il n'y a pas photo sur l'intérêt. Et c'est important aussi de se rappeler que 90% du business qui est fait en anglais à l'échelle mondiale est fait par des gens dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle avec un accent qu'on pense avec un accent. Donc, la notion d'accent, etc., ce n'est pas un sujet. Il faut faire passer ses idées et puis y aller. On voit aussi des commentaires hors contexte, des signes d'impatience, des expressions faciales, du stress, des silences, des gens qui disent rien, ou au contraire des gens qui parlent tout le temps, de l'agressivité, de l'indifférence. Donc tout ça, c'est des signes qui doivent vous alerter, vous dire « Ah, il y a peut-être un bug sur l'interculturel ». Je suis désolé, ma réponse est un peu longue, mais il y a tellement d'options. Donc être très attentif à l'autre finalement et à ces micro-signes qui permettent d'identifier qu'il va y avoir un blocage et qu'il va falloir adresser le sujet. Et on va en parler avec des exemples très concrets juste après. Alors, il y a des préjugés interculturels, des sortes de biais cognitifs qui sont assez courants. Oui, alors il y a tout ce qui est la notion de stéréotype, de jugement de valeur sur les autres. Alors, il y avait deux auteurs qui avaient écrit un bouquin, je crois que c'était dans les années 80, ça date pas mal, qui disait, alors je me souviens plus, il y avait Gruer et puis un autre auteur, je me souviens plus de leur nom, mais il disait les stéréotypes, en fait les jugements de valeur vers les autres cultures, ça autorise l'hostilité sans culpabilité. Et en fait, c'est un challenge la notion de stéréotype parce que, en fait, on a besoin de stéréotypes dans nos cultures. On développe des manières d'interagir ensemble, de nous saluer, de construire des liens, etc., qui sont des automatismes que l'on ne met pas du tout en question, qui sont des évidences pour nous. Maintenant, quand on va à l'international, ces automatismes qui nous facilitent la vie dans notre culture, ça devient des freins à notre efficacité à l'international. Et en fait, ça nous amène à générer et à formuler ou à être victime de stéréotypes. Alors, des grands classiques, les Français sont arrogants. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je me souviens, j'avais animé un séminaire pour une filiale de Schlumberger, une très belle société dans l'informatique dans les années 2000. Et c'était à Miami.
Et on avait formé les 200 collaborateurs de cette société. Il y avait plus de 60 nationalités dans le groupe, donc c'était vraiment très divers. Et on avait commencé avec le comité de direction et on avait passé une journée sur le sujet. Et puis en début de matinée, je préparais la salle. Enfin, j'allais accueillir les participants dans le groupe. Et il y a une jeune femme d'une trentaine d'années qui arrive, qui s'installe, on se salue, etc. Je l'accueille et puis elle fait une pause et elle me dit « Mais vous avez un accent bizarre ». Bah oui, elle me demande d'où je viens, je dis « Moi, je suis français ». Et là, elle part en vrille en disant « Quoi, on nous envoie un Français pour parler de l'interculturel? Vous êtes la lie de la terre sur le sujet, c'est pas possible, il n'y a pas pire que vous. » Bon, ma journée commençait bien. Je dis « Je vais peut-être vous montrer qu'il y a peut-être un espoir. » Donc on fait notre session, etc. Et puis, dans l'après-midi, elle vient me voir, elle me dit « Bon, je suis désolé, j'étais un peu cash ce matin, mais vous êtes grave, quoi. » Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité pour parler du sujet de l'interculturel. Donc, cette notion de stéréotype, en fait, c'est vraiment, il faut être vigilant à pas les exprimer vis-à-vis des autres. Et puis, dès qu'on est victime de stéréotypes, eh bien, c'est de bien comprendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans la culture de l'autre. Parce que ça reflète en fait une façon de voir les choses de l'autre. Alors il y a un travail génial qui a été fait. Je ne sais pas si vous pouvez faire le lien, enfin je vous encourage à faire le lien. C'est de Anton Svetkov, qui est un Bulgare, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, enfin plusieurs livres qui s'appellent l'Atlas des préjugés. Et c'est des perception croisée de tous les stéréotypes de tous les peuples les uns envers les autres. Et c'est extraordinaire. Il y a les journalistes Der Spiegel, quand ils sont tombés sur ce bouquin, leurs commentaires, c'était « on s'est jamais autant marré que depuis Astérix ». Donc c'est vraiment extraordinaire. Et là, vous avez un résumé global de tous les stéréotypes qu'il y a de tous les peuples les uns vis-à-vis des autres, c'est juste un régal. Donc je vous encourage vivement à approfondir ce sujet. Anton Svetkov, et c'est en anglais, je crois que c'est The Atlas of Prejudice. Donc ça doit être l'Atlas des préjugés. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Essayer de cette petite intervention que nous avons ensemble, si vous avez une idée à retenir, c'est ne pas juger tout de suite. C'est essayer de comprendre le sens du comportement dans la culture de l'autre. Et si vous arrivez à bien cerner ça, je pense que ça vous aidera dans toutes vos démarches à l'international. Alors pour être très concret, on a pris ensemble 3 exemples et on va essayer tu vas essayer de nous faire réfléchir sur ces 3 exemples. Le premier exemple, c'est une relation franco-allemande. Et dans une relation franco-allemande, l'approche directe, structurée du collègue allemand peut sembler abrasive dans les réunions d'équipe, et on aimerait inviter notre collègue à être moins direct. Oui. Alors, ça c'est un sujet. C'est en fait quand on aborde les différences culturelles dans les relations, il y a les bonnes pratiques qui sont importantes à prendre en compte. C'est déjà de parler des cultures de manière constructive. Ça, c'est le premier sujet. Je ne sais pas si nos auditeurs sont tous familiers avec le concept de la métacommunication, mais la métacommunication, le principe, c'est, Roland, si on métacommunique ensemble, on parle ensemble de la façon dont on communique. D'accord ? Et donc là, l'idée, c'est de se mettre en perspective en disant, je travaille avec un Allemand, et puis je vais amener le sujet des différences culturelles comme une opportunité de construire un lien et une relation. Et donc, ce qui est clé, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui anime les Allemands et quelles sont leurs forces. Et les Allemands, eh bien, quand ils parlent de leurs forces, ils parlent de discipline, d'être disciplinés et sérieux, d'être des travailleurs acharnés, prêts à s'investir, d'être ouverts aux autres, d'être précis et de faire en sorte qu'on puisse compter sur eux, l'importance de la décentralisation et le perfectionnisme. Et par rapport à la problématique sur la relation franco-allemande, c'est de les encourager à donner du sens et puis à créer
un lien dans un premier temps, en essayant de se connaître pour pouvoir travailler efficacement. Donc, c'est de parler des différences de manière très simple, et puis de mentionner le fait que moi, français, on a certaines façons de faire, vous, allemand, vous avez d'autres façons de faire. C'est important qu'on soit sensible à nos pratiques et qu'on puisse travailler de manière conjointe, de la manière la plus efficace possible. Donc, la bonne façon de faire, c'est d'être vigilant aux différences et d'en parler de manière constructive pour pouvoir poursuivre des intentions qui sont partagées. En sachant que l'exemple que tu mets en avant, ça dénote aussi ça me fait penser à la notion de compliment. Et tu as utilisé un mot tout à l'heure, un compliment. Un Allemand, quand il vous fait un compliment, il va vous dire c'est une bonne structure. Donc ça veut dire que vous préparez-vous aussi à travailler avec un Allemand, ou soyez bien structuré, ayez bien anticipé les étapes de travail. Un Américain qui vous fera un compliment, il vous dira c'est une bonne utilisation du temps. Donc soyez vigilant à cette notion de temps. Un Chinois qui vous fera un compliment, il vous dira ce n'est pas un mauvais travail. Et un Français, quand il fait un compliment, il vous dit c'est pas mal. Dans la relation franco-allemande, on est tous les deux européens. Est-ce qu'il y a aussi une recherche d'un terreau commun finalement? On est sensible aux différences, mais est-ce qu'il ne faut pas chercher un dénominateur commun? Tout ce qui peut vous aider dans la construction d'une relation est efficace et utile. Et c'est vrai qu'on a plein de points communs sur lesquels on peut construire. Et c'est important de les exploiter, en effet, oui, tout à fait. Alors, deuxième exemple, relation franco-américaine. Votre nouveau manager américain, bien que très avenant et d'un grand soutien, est très très impatient avec le temps et explique rarement le bien fondé de ses actions. On aime l'énergie, mais on aimerait plus de contexte. Ok. En fait, l'Américain, lui, si vous êtes là, si tu es là dans ton job actuel, c'est parce que tu es le meilleur. Et il va partir de ce postulat en disant, si l'entreprise t'a choisi, c'est qu'elle considère que c'est toi qui as le plus de compétences pour pouvoir driver, mener cette activité. Donc, il ne va pas commencer à la jeunesse de l'humanité pour t'expliquer l'ensemble de la situation. Il va rentrer directement dans le sujet parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, la dynamique, c'est de lui montrer que il faut aller vite, il faut réaliser. L'importance de la réalisation est extrêmement clé, mais que vous avez peut-être besoin d'un peu de contexte pour pouvoir naviguer au mieux dans l'exécution et dans la mise en œuvre. Donc, c'est de lui expliquer ça, et puis de manière toujours constructive et souriante et énergique. Au début de ma carrière, je travaillais dans le conseil dans un cabinet américain qui s'appelle McKinsey. Et on avait une mission avec un client américain. Et le partenaire, avant le rendez-vous, me dit je vais te raconter pourquoi c'est souvent un peu difficile entre les Américains et les Français. C'est que quand on doit mener une négociation, ça se fait souvent autour d'un déjeuner. Et puis, on s'assied à la table. L'Américain rentre directement dans le sujet, veut négocier, veut discuter. Et puis, le Français, lui, est sur la réserve et veut d'abord apprendre à connaître son interlocuteur. Donc, l'Américain, voyant le Français sur la réserve, se dit, en fait, le Français veut pas négocier, donc c'est mort. Et donc, l'Américain se replie. Et puis, au moment du dessert, quand le Français est enfin un peu à l'aise après avoir échangé, partagé, discuté de vie personnelle, et quand le Français enfin veut rentrer dans la négociation, l'Américain est fermé. Finalement, ce rapport au temps, il est très important entre les Américains et les Français. C'est clair, et en fait, tu mets en avant aussi un autre point, ce qui est la notion de relation en chaîne, et notamment sur la base de stéréotypes et d'idées préconçues sur l'autre. C'est que c'est un enchaînement de situations et de croyances qui vont générer un écart. Et c'est là où il faut être vigilant sur les différences culturelles, c'est de prévenir ça en montrant son intention, c'est parler des cultures, et la diversité culturelle, c'est une super opportunité de construire un lien rapidement
pour pouvoir montrer du respect et puis faire travailler un principe extrêmement important qu'on connaît tous en négociation, c'est cette notion de réciprocité qui est extrêmement claire. Et ça, c'est vraiment clé. Et c'est en fait, la différence culturelle, c'est une opportunité de construire des liens, notamment dans la vente. Ça, c'est vraiment important. Parce que si votre interlocuteur, il observe que vous êtes conscient, vous êtes vigilant, vous êtes attentif et respectueux, il va considérer que vous êtes facile, c'est facile de travailler avec vous. Et puis, ça va lui donner qu'une envie, c'est de continuer à le faire, quoi. Troisième exemple, relation franco-chinoise. Votre partenaire chinois semble accepter des délais très courts, mais vous n'êtes pas sûr de la capacité de son entreprise à la respecter. Vous aimeriez valider que les conditions du contrat sont bien claires et acceptables pour lui. Alors là, si on revient sur les forces des Chinois, il y a un certain nombre de points. Ce qu'ils vous disent, ce qui fait notre force, ce qu'ils vous disent, c'est l'harmonie et pas l'uniformité. Les travailleurs acharnés, notamment sur l'exécution. Pas perdre la face, c'est extrêmement important. Se concentrer sur les progrès à court terme, c'est du résultat court terme. Gentillesse et sens de la relation personnelle, c'est ce qu'ils vous disent, hein. Sens de l'équité, sens de la famille et de la communauté, respect des aînés, sens de la hiérarchie, compétitif de manière subtile. Il parle aussi de l'appartenance, un gros sens de l'appartenance et du collectif. Et il y a aussi cette notion de, je ne sais plus où j'avais vu ça, c'est cette notion de culture du loup et de la meute. Et en fait, sur la notion de ténacité, d'agressivité sans faille, de collectif, etc. Et ce qui est clé dans toute relation, c'est là aussi de construire la relation et d'essayer de construire une relation sur le long terme. Et surtout, de ne pas perdre la face. Il y a une théorie qui dit que si vous connaissez 6 personnes en Chine, vous êtes tranquille. Vous avez trouvé une bonne façon de construire vos réseaux, etc. Et donc, c'est de vous attacher à la construction du lien, de la relation et à surtout respecter, faire en sorte que chacun ne perde pas la face. C'est vraiment une bonne pratique. Et puis, d'être toujours bienveillant. Et j'avais un patron qui disait, il faut être agressivement patient. Agressivement patient. Agressivement patient. Eh bien, en tout cas, nous, on n'avait pas besoin d'être patient et on est impatient de poursuivre ces échanges et notamment avec cette base de travail extraordinaire du guide de survie avec de l'autodiagnostic. On arrive à la fin de cette demi-heure, ça passe beaucoup trop vite. Un immense merci pour cet échange. Pour aller plus loin, alors bien sûr, Practical Learning, si vous voulez former vos équipes à l'interculturalité et plus généralement à la stratégie d'entreprise. Ton blog, franco.com, réflexions, idées et conseils sur le développement personnel. Et puis les ouvrages que tu mentionnais, The Stuff Americans Are Made Of, par Josh Hammond et James Morrison. Et puis l'Atlas des préjugés de Janko Cvetkov, avec plusieurs éditions, je crois. Voilà, Atlas des préjugés, Janko Cvetkov, un excellent cadeau pour prochain anniversaire ou pour Noël à la fin de l'année. Voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les faire directement sur l'interface de GoToWebinar et Gloria va nous les partager. Gloria, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Merci Roland. Oui, effectivement, on a beaucoup de questions pour cette masterclass. Alors, question de Philippe. Pouvez-vous élaborer un peu sur la différence que vous faites entre règles et lois? La règle et la loi, c'est la loi, c'est ce qui a été dicté, ce qui a été fait par c'est notre constitution, et la règle, c'est nos pratiques en fait. La loi, c'est traverser dans les clous, et la règle, bien, c'est nos pratiques. Et on joue sur ces deux notions-là en fait. Voilà. Okay. Question de Rafika. Comment ne pas confondre spécificité culturelle et stéréotype?
Alors, c'est pour ça que cette notion de force, elle est importante. C'est de comprendre les spécificités culturelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est impossible de porter un vrai jugement sur une autre culture. Donc, c'est de s'intéresser à l'autre et de prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui fait notre force, en fait. C'est de se réfréner d'avoir un jugement. Vous pouvez revenir sur la question? Vous pouvez, Gloria, relire la question? Oui, comment ne pas confondre spécificité culturelle et stéréotypes? Et donc, les spécificités, en fait, c'est à la fois les forces et puis les caractéristiques de la culture. Et les stéréotypes, c'est les jugements que des gens d'autres cultures vont faire à propos de notre culture. Et des jugements qui peuvent être positifs, mais qui peuvent être aussi très challengeants. Nous, les Français, je vous ai donné mon exemple à Miami, c'était un petit peu challengeant. Ok. Quelle observation avez-vous fait sur les différences culturelles entre pays en ce qui concerne l'éthique des affaires? Philippe. Alors, en ce qui concerne l'éthique des affaires, je pense que sur l'aspect éthique, il y a deux principes de base qui sont vraiment fondamentaux. Et ça, je pense que c'est assez partagé à l'échelle mondiale. C'est la notion d'intérêt personnel éclairé. C'est-à-dire que j'agis d'une manière qui répond à mes besoins, mais j'anticipe aussi le fait que ça va permettre de répondre à vos besoins et que ça va bénéficier à la collectivité. Donc ça, c'est cette notion d'intérêt personnel éclairé. J'agis pour mon intérêt, mais je prends aussi en compte vos besoins et je prends aussi en compte la collectivité. Et il y a toute une dynamique RSE associée à ça. Ça, c'est le premier principe. Et ça, on le retrouve quelles que soient les cultures, les nationalités, les... Et puis le deuxième principe, c'est je ne fais pas à l'autre ce que je n'ai pas envie qu'il me fasse. Et donc, c'est vraiment un truc de base, mais c'est vraiment très important. Et une fois qu'on est ancré sur ces deux principes-là, eh bien, on le sait, dans toutes les négociations, il y a une zone interdite. Et il y a un espace où on n'ira pas. Ça peut être des conditions de prix, des formalités, des modalités. Mais il y a des principes sur lesquels vous n'allez pas transiger. Et si on vous met dans une situation où vous êtes acculé, eh bien, c'est non. C'est non parce que les conditions ne seront pas réunies pour pouvoir faire en sorte que ce soit mutuellement bénéfique. Et la seule bonne relation professionnelle, personnelle qu'on peut avoir, notamment dans le monde du travail, c'est de construire des relations mutuellement bénéfiques. Et si on n'est pas dans ce trip-là, je pense que c'est pas bien de jouer, quoi. C'est pas les bonnes règles. C'est clair. Question de Laurent. Avez-vous un exemple de relation avec la culture japonaise? Alors, avec le Japon, je donne des cours dans une université japonaise qui s'appelle Asia Pacific Ritsumeikan à Beppu, c'est dans l'île de Kyushu au sud du Japon. Et j'y suis allé 3 fois et je donne des cours. Alors, c'est des cours à distance, évidemment, mais c'est super impressionnant le Japon parce que c'est une culture éminemment sophistiquée. Alors, si vous me laissez une seconde, je vais retrouver, ou Roland, peut-être que vous pouvez trouver les forces des Japonais et nous les livres. Mais c'est une culture éminemment respectueuse, très conformiste et extrêmement subtile. Et là, il faut être, j'en parlais avec un client hier, il faut vraiment être très patient et être prêt. Il faut être prêt et patient. Alors, ce n'est pas agressivement patient, mais être prêt et patient. Je ne sais pas si vous avez trouvé la page, Roland. Alors oui, moteur culturel du Japon, éviter la confrontation directe, lenteur dans la décision, rapidité dans l'exécution, harmonie entre tradition et modernité, ne pas dire non explicitement, agit plus en groupe qu'individuellement, plus guidé par ses sentiments que par la logique. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'appartenance qui est extrêmement forte au Japon. Et chaque geste est travaillé, enfin, chaque geste est fait avec une rigueur extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est un émerveillement d'aller au Japon. Merci. Et dernière question, du coup, par Théo. Si je veux qu'une partie de mes missions soit déléguée, quel pays possède une culture qui synergise bien avec la culture du travail française? Alors, avec la culture du travail français, je pense que
toutes les cultures sont différentes. Chaque culture, c'est comme une danse unique. C'est comme un sport. On n'analyse pas le golf avec les règles du tennis. Et en fait, hein, sur les aspects proximité de culture, il faudrait voir les différents critères, mais je pense que c'est surtout l'écoute, le respect, et c'est la volonté de construire des liens sur le court terme et sur le long terme qui font qu'on crée la confiance, parce que la confiance, ce n'est pas un sujet dont on a parlé, mais c'est éminemment important quand on travaille à l'international, c'est de créer cette confiance qui va faire que eh bien, les portes s'ouvrent toutes seules et puis ça avance, et puis, c'est facile. Donc, chaque culture va avoir des challenges, même les cultures qui sont proches des nôtres, comme les Européens, travailler avec des Anglais, quand ils vous parlent en anglais, on ne sait pas toujours ce qu'ils nous disent, quoi. Donc, vous allez devoir leur dire, Peter, est-ce que tu peux être bien explicite pour que je sois sûr de bien comprendre ton intention? Avec un Allemand, vous allez avoir peut-être plus être plus rigoureux dans votre préparation, dans votre anticipation. Vous allez travailler avec des Suédois où vous allez vous dire la notion d'équipe, du teamwork, elle est importante. Et avec des Italiens, on en parlait, Gloria, en préparant cette session, c'est Cocteau qui nous disait que les Italiens, c'est comme des Français, mais de bonne humeur. Donc, il faut aussi être vigilant à toute cette diversité, à l'énergie que nous apportent les Espagnols. Enfin bon, mais c'est aussi la richesse du travail et de nos échanges à l'international. Et c'est extrêmement encourageant. C'est extrêmement encourageant de se dire qu'on a toute cette diversité à partager. Et puis, pour construire des choses qui font sens pour l'intérêt de nos intérêts respectifs et puis l'intérêt de tous. Franck Rouault, conseiller du commerce extérieur de la France, fondateur de Practical Learning. Un immense merci de ce partage. La différence culturelle, c'est une opportunité de construire des liens. Et aujourd'hui, on a construit des liens grâce à toi, Franck. Un immense merci. Merci à tous de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Bonne journée à tous. Merci pour ton temps et pour votre temps et votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Bye.